aussi généreuse que votre conférence. Et là, cette discussion a répondu justement presque à toutes les questions posées par nos amis résidents. Et donc là, je vais donner la parole tout de suite, s'il vous plaît, le pointeur pour madame. Donc, je vais donner la parole donc tout de suite au professeur Nissaf Ben Alaya, qui va nous parler de l'épidémiologie du Covid, quelle situation épidémiologique du Covid en Tunisie. Voilà. Je crois qu'elle a la réponse. Oui. Donc, quelle situation épidémiologique et quelle stratégie adoptée par le ministère de la Santé pour le moment actuel, c'est-à-dire pour la phase actuelle. Bien, donc comment je... à droite, non, à droite. Voilà. Ok, je t'envoie plein écran. Voilà. Donc, juste pour rappel, l'objectif général de la stratégie actuelle, c'est de freiner la dissémination de la propagation du SARS-CoV-2 au sein de la population afin d'éviter le dépassement de la capacité de réponse du système de santé. Donc, avoir des cas, certes, on va continuer à avoir des cas, mais freiner l'extension rapide de cette épidémie. Donc, les principes de base de notre stratégie, c'est les 5 early. Je suis très contente d'avoir entendu que le professeur Guidel parle de cette détection précoce. L'élément majeur de notre capacité de réponse, c'est la détection précoce des cas. Et ça, elle se base sur la suspicion, quand est-ce qu'on suspecte un cas, quand est-ce qu'on peut indiquer les différents examens pour qu'on puisse le confirmer rapidement. Vient en second lieu la déclaration précoce des cas et la confirmation de laboratoire. Plus on fait la confirmation rapidement, plus on déclare rapidement, plus l'investigation est déclenchée aussi de façon précoce. Et l'investigation, elle se base aussi sur le contact tracing qui va nous permettre d'identifier les cas autour du cas confirmé. Ce qu'on appelle les cas probables, ce sont toutes personnes ayant eu un contact étroit avec un cas confirmé. Et il y a par la suite, bien évidemment, tout ce qui est très important, c'est l'isolement immédiat et précoce de tous les cas confirmés, tous les cas suspects et probables et tout le contact. Et ça, c'est un élément majeur de notre stratégie. Et bien évidemment, le traitement et la prise en charge précoce, ça constitue un élément très important pour briser la chaîne de transmission. Donc, ce sont les éléments clés de notre stratégie. Bien évidemment, il y a des mesures de santé publique qui ont été mises en place et on va voir par la suite l'évaluation de ces mesures. Il y a tout d'abord l'isolement de tous les cas positifs. Ça, c'est une mesure obligatoire parce que ça a été démontré que si on n'isole pas, on va avoir une transmission secondaire auprès des membres de la famille et auprès de la communauté. Il y a la mise en quarantaine des sujets à risque, les sujets rapatriés, les contacts des cas confirmés. Tout ça, c'est une mise en quarantaine systématique. Ça s'ajoute à ce groupe, c'est les professionnels de santé qui sont inclus dans le système de cohorting. Et il y a la mesure de confinement qui est une mesure appliquée pour tous les citoyens, chose qui a certainement contribué à la maîtrise de la situation. Le confinement, ça englobe la fermeture des frontières, ça englobe l'interdiction des rassemblements, ça englobe la limitation des déplacements entre les régions. Et on voit qu'en Tunisie, il y a une application plus ou moins stricte, plus ou moins correcte des mesures de confinement. Mais, grosso modo, tout ce qui est interdiction, fermeture des frontières, tout ce qui est maîtrise du rapatriement, parce que c'est une mesure qui a certainement contribué à éviter que cette population à haut risque, surtout à partir du 20 mars, c'est une population, les contacts qu'on a, c'est avec l'Europe, c'est avec la Turquie, avec certains pays qui connaissent actuellement une évolution rapide de leur épidémie.
Les mesures de confinement, c'est ce qui a été mis en place en Tunisie progressivement. Il y a eu la fermeture des établissements scolaires à partir du 14 mars. Il y a la restriction des visites et des déplacements. Par rapport à ça, je sais qu'il y a actuellement beaucoup de problèmes par rapport à la restriction des déplacements. Lorsque je vois que des gens continuent à se déplacer entre des zones qui connaissent une accélération de l'épidémie et d'autres zones, ça pose beaucoup de questions. Il y a la suppression des transports en commun, il y a la restriction des grands rassemblements, les spectacles, les rencontres sportives, les foires, les salons, les congrès, etc. Et dans les zones avec une transmission communautaire soutenue et les zones de regroupement des cas, il faut appliquer l'interdiction de déplacement en dehors des zones, quelle que soit la période, si on est en confinement général ou si on n'est pas en confinement général. Il y a la fermeture progressive des frontières qui a été mise en place, puis la fermeture totale des frontières, et actuellement, on est en phase de confinement général. Le renforcement de la stratégie de détection précoce, il y a le dépistage ciblé, avec le lancement de campagnes de recherche active des cas et de rattrapage du contact tracing dans les foyers à chaîne de transmission communautaire soutenue. Et par rapport à ça, il y a eu à Médine depuis la semaine 10, on avait lancé cette campagne, le Grand Tunis depuis la semaine 11, Asfax depuis la semaine 14, Tataouine, Gbelli et Médine avec le lancement le 12 avril avec l'installation d'un laboratoire mobile de la Task Force de biosécurité qui nous a permis de rattraper ce contact tracing et d'avoir identifié le maximum de cas dans ces zones-là. Et en perspective, donc, l'enquête séro-épidémiologique avec l'utilisation des tests rapides dans le Grand Tunis. Je reviens aux tests rapides juste pour introduire ici rapidement. On a deux types de tests rapides. Il y a les tests rapides à anticorps qu'on ne peut pas utiliser pour une activité de dépistage. Ils ne peuvent être utilisés que pour évaluer la circulation antérieure du virus. Ils sont essentiellement recommandés une fois l'épidémie est passée. Maintenant, on peut aussi les utiliser dans les zones à forte transmission communautaire pour évaluer est-ce que nous sommes en train de bien cibler, est-ce que nous sommes en train d'identifier les cas, et chose qui a été lancée récemment pour faire une enquête pilote. Il y a les anticorps à antigènes, ça reste les tests rapides à antigènes, ce sont des tests qui peuvent nous aider dans notre stratégie de dépistage, mais le test de référence reste la RT-PCR. Il y a des indications spécifiques des tests rapides à antigènes, tels que les professionnels de santé qui sont dans le système de cohorting, tels que tous les corps de métier qui sont à risque, par exemple ceux qui sont en train d'assurer la sécurité du pays, et d'autres corps de métier. Si on va aller au confinement ciblé, il y aura certes une utilisation des tests rapides à antigènes et à anticorps, mais les tests à anticorps, c'est seuls les IgM qui pourraient être un corollaire d'une infection récente, mais c'est les tests à antigènes qui pourraient nous aider dans l'activité de dépistage. Donc les tests rapides à anticorps, c'est pour évaluer la circulation du virus parmi des populations clés ou dans la population générale. Les tests à antigènes, ils peuvent être utilisés pour le dépistage, mais ils doivent être validés. Il y a un algorithme décisionnel qui a été préparé, ils doivent être validés à tous les coups par un test RT-PCR. Ici, juste un petit rappel de l'organisation de la veille scientifique, épidémiologique nationale et internationale pour vous dire qu'il y a un groupe qui travaille sur le système de signalement, un groupe qui travaille sur l'investigation et le suivi des cas, un groupe qui travaille sur le contact tracing, un autre groupe qui travaille sur les hospitalisations, un autre groupe c'est la confirmation de laboratoire et un autre groupe sur le confinement et le rapatriement. Donc il y a une activité de veille scientifique, de veille épidémiologique internationale, analyse et modélisation, et on va vous montrer aujourd'hui quelques résultats de ce que ce groupe de travail est en train de faire, et bien évidemment un groupe de formation et communication. Je suis très contente de voir que nous pouvons intégrer différents groupes de travail, des experts qui ont travaillé sur d'autres domaines que nous n'avons pas couverts. Ça va constituer une plateforme globale d'échange d'informations et on peut valoriser tous ces travaux.
pardon, j'ai une allergie. Donc, à chaque fois, j'ai une petite toux, mais... Ça se voit que c'est une allergie. Ok, voilà. Donc ici, par rapport à la situation en Tunisie en chiffres, sur le nombre de tests qui sont réalisés, vous voyez que le nombre de tests a significativement augmenté. Et à partir de la semaine 13, on faisait à peu près 3000 tests par semaine. On a atteint jusqu'à près de 5000 tests la semaine dernière. Le taux de positivité, bien évidemment, au début, on a très peu de cas, mais on peut dire qu'on a eu le maximum de taux de positivité pendant la semaine 12 et 13, puis c'était aux alentours de 10% parmi les tests réalisés. Les 3 dernières semaines, on a un taux de positivité autour de 5, ça varie de 4,7 à 6,5. Ici, bien évidemment, je n'ai pas actualisé les chiffres, on est à 907 aujourd'hui. Le fait important, c'est que on a la majorité des cas sont actuellement à transmission autochtone. On a 129 qui sont actuellement ont été hospitalisés à un moment donné. On a 34 qui sont en réanimation, 37 décès, 148 qui sont guéris. En fait, les chiffres d'aujourd'hui, on a 190 qui sont guéris, 38 décès. Hier soir, on avait 35 qui étaient actuellement hospitalisés en réa et 85 qui sont hospitalisés dans un lit avec oxygénothérapie. La létalité actuelle, elle est de 4,2%. Pour les cas importés, quels sont les pays qui ont importé le plus de cas pour la Tunisie? On a la France en premier lieu, en second lieu c'est la Turquie, en troisième lieu c'est le Congo. C'est parmi les membres d'un équipage qui ont effectué une mission de rapatriement. Parmi ce groupe-là, heureusement, on les a placés en confinement. On a eu 22 cas sur 28. On a l'Égypte, et l'Égypte, c'est parmi des gens qui ont assisté au match de foot, le fameux. Puis on a l'Espagne, l'Italie, contrairement à ce qu'on pensait, parce que l'Italie, on a fermé rapidement avec l'Italie. On a eu le premier foyer, et puis ça s'est stabilisé. Sauf que pour la France, il y a un petit biais, parce que plusieurs rentraient, lorsqu'on a fermé l'Italie, plusieurs sont rentrés via la France et n'ont pas déclaré leur séjour en Italie. Donc il y a par la suite l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, la Belgique et tous les autres pays d'où on a eu des cas d'importation. La répartition par sexe, pour les cas positifs, on a presque 50%, 50%. Si on regarde le taux d'incidence par gouvernorat, comme vous pouvez le constater, les gouvernorats qui connaissent une incidence supérieure à 7 par 100 000 habitants, ce sont les gouvernorats à haut risque. C'est le Grand Tunis, qui est le gouvernorat le plus concerné. C'est Gbelli, Tataouine, Mednine et c'est Sousse. Les autres, on a d'autres gouvernorats qui sont entre 3 et 7, d'autres entre 1 et 3. Et les gouvernorats les moins touchés, le Houma, actuellement, c'est Siliena, Jandouba, le Houma et le Kef. Le Houma, relativement, les gouvernorats qui sont restés avec une incidence faible. La tranche d'âge la plus touchée, c'est la population d'adultes jeunes. On a très peu d'enfants et on n'a pas beaucoup de sujets âgés pour tous les cas Covid. On a, par rapport au personnel de santé, le nombre de personnels de santé qui sont atteints, ça continue à augmenter. On a tous les jours, on enregistre des nouveaux cas. Au départ, c'était essentiellement en dehors du milieu hospitalier. C'était la plupart sont soit des cas importés, soit une transmission communautaire en dehors du milieu hospitalier. On constate que ces derniers jours, on commence à avoir des cas de transmission nosocomiale. C'est-à-dire ça a été acquis suite à une activité de soins dans les hôpitaux, ce qui nous laisse dire que l'application rigoureuse des mesures de prévention s'impose. Il y a, comme je l'ai présenté tout à l'heure,
les 5 axes stratégiques, les 5 early, par rapport à la stratégie de dépistage, il y a les 5 par rapport au personnel de santé. Tout d'abord, pour l'activité de triage, avant de commencer, c'est se protéger et faire porter un masque à tout patient que vous allez voir. Et ça, c'est obligatoire. Se protéger en utilisant les équipements adéquats. Et ça, c'est très important. En utilisant les équipements adéquats et en ayant appris comment les mettre et comment les enlever. Et ça, il y aura demain le lancement officiel d'une plateforme dédiée pour la formation où il y aura plusieurs documents pour la formation, plusieurs vidéos interactives. Et d'ailleurs, je vous invite à alimenter notre plateforme par vos excellentes présentations. Ça pourrait aider énormément dans cette activité de formation. Donc, il y aura des simplifiés pour les différents postes. Ils vont avoir différentes sources d'informations, différentes vidéos. Demain, il y aura le lancement officiel de cette plateforme. Elle a été préparée et le contenu a été validé avec différentes structures. Et l'OMS, elle nous a appuyés pour cette plateforme. Sur l'autre graphique, je vous montre la distribution des cas de décès. Vous pouvez voir qu'on a l'âge moyen pour les cas Covid non décédés, c'est 44 ans. Pour les décès, c'est 67 ans. La répartition par sexe, vous l'avez vu, pour les cas Covid, 50-50. Pour les décès, on a 80% de sujets de sexe masculin, 20% de sujets de sexe féminin. Le sexe ratio, il est de 3,8. On a, parmi les décédés, on a 78% des cas ont été hospitalisés. Contrairement à ce que les gens disent, ce n'est pas des décès qui ont été observés en dehors du milieu hospitalier. Et le délai moyen entre la date de début des signes et la date de décès est aux alentours de 12 jours, c'est-à-dire une évolution de la maladie parmi les cas graves au bout de 12 jours, on constate le décès. D'ailleurs, vous allez voir que la courbe épidémique, elle montre un décalage entre les cas observés et les décès. On a un décalage de 2 semaines parce qu'il y a ce délai de à peu près 12 jours entre le début de signe et le fait de commencer à avoir les décès. Ici, les caractéristiques des patients Covid, on a actuellement ceux qui sont à domicile, on a une grande majorité qui sont actuellement à domicile. Comme vous le saviez, notre stratégie était basée initialement sur l'auto-isolement à domicile. Elle a été révisée vu qu'on avait constaté l'éclosion de plusieurs foyers familiaux et l'éclosion de plusieurs chaînes de transmission en communauté. Donc la décision était de vraiment isoler tous les cas, surtout si on va préparer un confinement ciblé. Il faut s'assurer que la source d'infection soit maîtrisée. Et la source, c'est malheureusement le portage qui est assuré par le sujet malade. Donc les autres, ils sont soit hospitalisés, soit ils sont dans des centres de confinement. Progressivement, on est en train de mettre les gens dans les centres de confinement. Les gens qui ne sont pas guéris actuellement, nous recommandons de les mettre dans des centres de confinement pour assurer une meilleure prise en charge, un meilleur suivi et s'assurer de leur guérison. La présence d'une symptomatologie. Au moment du dépistage, on a 30% qui sont asymptomatiques. Et au cours de l'évolution, comme vous pouvez le voir, on a jusqu'à 20% qui restent asymptomatiques et le reste développe une maladie. Quels sont les principaux signes? Et j'arrive aux signes que vous avez mentionnés tout à l'heure comme étant un signe neurologique. Le premier signe, c'est la fièvre, puis la céphalée. Il y a l'anosmie qui est un signe très important. Et nous, c'est le 3e signe dans notre série. Puis, il y a les signes digestifs, il y a l'agosie aussi, je ne sais pas si c'est lié au système nerveux. C'est lié au système nerveux, c'est des récepteurs. Voilà. Et puis, il y a la dyspnée, il y a d'autres signes aussi qui ont été observés. Mais vous pouvez voir que nous, c'était un signe pathognomonique. Dans plusieurs cas, on a eu l'anosmie soit associée, soit isolée. Et c'était un motif pour faire le testing, ces sujets-là. Notre courbe épidémique, ici vous pouvez voir le nombre de cas en fonction de la date de début de signe. Vous pouvez voir qu'on a eu
ici, il y a eu plusieurs pics, en fait, plusieurs périodes de transmission interhumaine. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a la couleur rouge, c'est pour dire que c'est une transmission autochtone. Les autres, le vert, ce sont des transmissions, des cas importés. Le bleu, ce sont des sujets en cours d'investigation. On est en train d'étudier l'origine de la contamination. La courbe de nombre de cas cumulés qui est représentée en rouge, elle montre qu'on est encore dans une phase d'épidémie évolutive, même si ce n'est pas l'épidémie exponentielle, parce qu'ici, on pensait qu'on allait partir comme ça, mais on a pu à chaque fois la redresser, mais ça reste une courbe évolutive. Maintenant, la courbe à Tunis, juste pour vous montrer que l'allure globale de la courbe, elle est un peu expliquée par le nombre de cas à Tunis. C'est une zone à transmission locale soutenue, à Benarous, à l'Ariana, même si à l'Ariana, on commence à avoir une régression du nombre de cas. À Manouba, c'est qu'il y a une chaîne de transmission familiale très importante. À Sfax aussi. Et puis, il y a Agbelli. Agbelli, il y a seulement 2 cas importés qui ont occasionné cette chaîne de transmission très importante. Tous les autres sont des cas autochtones. Medellín, il y a toujours des cas importés avec des cas autochtones. Tataouine aussi, c'est essentiellement une transmission autochtone. Juste, je vais... Si il y a eu plusieurs questions, est-ce qu'il y a un problème de dépistage? C'est quoi ces chiffres qui baissent? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Un rappel, le dépistage, c'est une recherche des cas confirmés auprès d'une population ciblée susceptible de rassembler les cas potentiels. Si je ne tire pas au niveau de la cible, je vais avoir des résultats à côté. Actuellement, on est tous d'accord qu'il n'y a pas de transmission généralisée. L'épidémie n'a pas atteint un grand nombre de la population. Sinon, au niveau des lits d'hospitalisation, au niveau des services de réa, et ça, le nombre de décès. Donc, les cas suspects, il faut vraiment s'assurer qu'on a le tableau respiratoire avec la notion de retour d'une zone d'endémie. On continue à avoir des rapatriements. Donc cette population, c'est une population à surveiller de près. Le tableau respiratoire, sans notion de séjour, avec fièvre ou d'autres signes évocateurs, il faut penser au Covid. Regroupement de cas de pathologie respiratoire, il faut penser au Covid. Dans chaque foyer où on a un regroupement de cas pathologie respiratoire avec fièvre, sans notion de voyage, il faut penser au Covid et il faut l'explorer. Les cas probables, c'est tous les contacts des cas confirmés et tous les sujets ayant des lésions scanographiques évocatrices. Ça, il faut le considérer comme étant des cas probables. Et le cas probable, c'est un cas qui a plus de chances d'être un cas positif. Et l'exploration des contacts étroits, il faut bien évidemment la faire de façon très rigoureuse, méthodique. Il n'est pas justifié de faire des tests, et je ne peux pas l'admettre qu'un cas suspect a été vu par 150 personnels de santé dans un établissement de santé. Ça ne pourrait pas se faire. Normalement, on a une unité de triage, le nombre de personnes qui ont entré en contact avec ces personnes-là sans moyen de protection. Normalement, on ne devrait pas être dans cette situation. Si jamais on s'est retrouvé dans cette situation, il faut limiter au maximum le nombre de contacts avec les personnes confirmées. Il faut le limiter avec les personnes suspectes. Sinon, moi, je ne peux pas accepter
que 150 personnes ont été en contact avec un cas Covid dans un hôpital pendant 2 jours. Je ne peux pas l'accepter. Pareil, et la preuve, on est en train de les retrouver tous négatifs. Pareil, dans la population, un sujet positif pendant la période de confinement ne pourrait pas être vu par 200 personnes. C'est qu'on n'est pas en train de cibler notre stratégie de dépistage. Si on ne cible pas, on est en train de dévier de faire une déviation par rapport à notre objectif. Si on veut rester dans notre objectif, aller chercher les cas pour les isoler, c'est notre objectif. Chercher les cas, les isoler, les traiter précocement pour rompre la chaîne de transmission, et ça, je ne cesse pas de le répéter. Maintenant, il y a le total des examens réalisés, on a atteint presque actuellement 18 000. Il y a l'extension progressive de notre capacité, on est en train d'améliorer notre capacité. Est-ce qu'il y a une baisse constatée ces derniers jours? S'agit-il d'un recul de l'épidémie? Il faut attendre la confirmation les prochains jours. On continue à avoir un nombre de cas confirmés qui a baissé. Et on est en train de chercher. Les gens sont en train de travailler sur terrain. Même si on a étendu notre capacité de dépistage, mais ceux qui sont suspects et les cas probables, on est en train de les faire. S'agit-il d'un artefact? Ça aussi, c'est pas pour moi, il faut le vérifier ultérieurement. Les activités d'accélération et d'élargissement du dépistage ciblé, on a commencé par faire une enquête pilote de séroprévalence dans les zones hyperendémiques. La campagne dans la région de Grand Tunis et dans la région de Gbili a déjà démarré, elle a été achevée. Demain, on aura les résultats. L'objectif général, c'est explorer l'extension de l'épidémie dans la région de Grand Tunis et dans la région de Gbili par l'utilisation des tests rapides. Et on va vous donner les résultats, j'espère, d'ici la prochaine réunion du comité scientifique. Ici, si on va généraliser, on va faire l'enquête auprès de 4800 individus et on aura une idée précise sur la circulation du virus en Tunisie pour répondre définitivement aux gens qui disent que le virus a circulé le mois de janvier et février. Je pense qu'on aura des éléments de réponse moyennant cette enquête. Maintenant, cette enquête, elle va nous donner les résultats sur la séroprévalence, sur les facteurs de risque et sur les causes de décès moyennant l'autopsie verbale. Actuellement, il y a un travail qui a été fait sur les résultats ou les bénéfices de l'isolement, de la quarantaine et du confinement général qui disent qu'entre 25 mars et le 12 avril, la Tunisie a pu éviter, grâce aux mesures qui ont été prises, plus que 25 000 décès et plus de 25 000 cas et près de 1000 décès. Donc, ce qui a été mis en place, c'est quelque chose de très important. Ici, juste pour résumer, le nombre de reproductions de base, vous connaissez que c'est un indicateur très utilisé en épidémiologie. Ça nous donne une idée sur le nombre de personnes qui ont été infectées par un cas index pendant la période de portage du virus. Et on a travaillé sur les 285 paires documentées en Tunisie. Sur nos données, donc, il y a la transmission présymptomatique. C'est-à-dire les gens, ils transmettent le virus avant qu'il devienne symptomatique dans 9,47% des cas. Donc, ça a été aussi décrit dans la littérature. La moyenne de l'intervalle en série est de 6,57, c'est-à-dire une personne, elle infecte en moyenne après 7 jours. Et on avait vu qu'au début de l'épidémie, c'était seulement 2 jours. Au bout de 2 jours, il affecte une autre personne. Maintenant, cet intervalle est plus large et que le R0, il a varié entre 4 à 5 en début d'épidémie et entre 2,36 à 1,6 pendant la semaine du 5 avril. Et ici, pour vous montrer l'évolution du R0 en fonction du temps, ici, la période avant le 18 avril et le 18 mars et après 18 mars, il est passé de 2,6 à 1,6. Donc, il y a un effet. L'effet des mesures prises, si on prend la date du couvre-feu, vous pouvez voir qu'il y a un effet significatif sur ce R0 qui est un indicateur clé. On n'est pas encore au-dessous du 1. On parle d'une maîtrise de l'épidémie, une baisse de l'épidémie lorsque le R0 devient inférieur à 1. Et ici, en conclusion, c'est une épidémie active en cours de généralisation. Les efforts soutenus pour freiner davantage cette extension, nous devons les continuer. S'il y aura un confinement ciblé, il faut qu'il soit bien étudié et surtout préserver nos
notre personnel de santé, c'est une priorité. S'il vous plaît, les résidents qui sont en train de nous entendre, vous devez vous protéger et mettre un masque à tout patient suspect. Les mesures d'isolement, de quarantaine et de confinement gagneraient à être renforcées au cours des prochaines semaines afin d'éviter le dépassement des capacités du système de santé. Vous êtes le moteur de notre système de santé. Votre santé est notre priorité. Protégez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Benaraya, pour cette intervention, cette conférence vraiment très intéressante et très attendue.